Salam alaikum, bonjour monsieur. Salam. Alors, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Skar Zohé. Je Oui, suis euh, professeur d'université. Donc, d'accord, j'ai enseigné pendant 35 ans à Babzoar. très bien. Maintenant, je suis à la retraite. D'accord, vous avez enseigné quelle J'ai enseigné, matière? j'ai enseigné la chimie et la thermodynamique. La Iberk. J'ai publié les premiers polycopiés qui ont été mis à la disposition des étudiants ce sont les miens, hein. D'accord, Je me jette un peu. Euh, donc j'ai passé. Qu'est-ce qui m'a fait venir à l'écologie? Je ne sais pas. essayons de remonter au début. Quand vous Ouais, étiez, on va dire, beaucoup plus jeune déjà, ouais. qu'est-ce qui vous déjà vous a fait vous intéresser à la chimique et la thermodynamique? Qu'est-ce qui vous Ouais. a fait choisir un parcours plutôt scientifique déjà, si on commençait? Par concours scientifique, c'est parce que j'ai passé le bac scientifique. Et donc, D'accord, pour entrer à l'université, je n'avais pas. C'était les sciences qui d'accord, m'intéressaient. Donc, j'ai commencé euh, l'université d'Alger à l'époque 61, où j'ai eu mon bac. Donc, d'accord, j'ai fait. Qu'est-ce qui m'a sensibilisé justement pour les problèmes de la nature? J'ai fait SPCN. SPCN, c'était sciences, physique, physique, naturelle. Et c'était un très très bon, comment dirais-je, une très bonne première année de d'accord. l'université où il y avait des cours on avait des profs de biologie végétale, biologie animale, géologie, C'était une espèce d'introduction. géologie, physique, chimie. D'accord, ça vous Et, permettait d'avoir une vue et même d'ensemble. mathématiques. Donc, D'accord. c'est là où. 61, ça veut dire que l'Algérie n'était pas encore indépendante. Non, elle n'était pas encore indépendante. Et il n'y avait qu'une seule université, c'était l'université d'Alger. C'est pour Très ça. bien. C'est pour ça que je suis à Alger, parce que moi je suis de l'Ouest. Donc, la baisse. Rennes, très belle ville. Donc c'était. J'avais pas d'autre endroit, puisqu'il n'y avait qu'une seule université. Alors, donc, cette première année de tronc commun, ce qu'on appelait, euh, m'a montré comment fonctionne mon corps, on savait le rôle du foie, le cœur, les poumons à quoi ils servaient. Donc, on avait donc une vision beaucoup plus sur notre corps, sur notre santé et sur la santé de ce qui nous entoure, D'accord, sur l'environnement. Ouais. puisqu'on on était sensibilisé, puisqu'on avait des cours de biologie végétale, donc Et à l'époque, alors, l'état de la nature en 61, il était comment? l'état de la nature, il y avait des arbres partout, on ne parlait pas de désertification, parce que la population était telle que les ressources étaient. Euh, Il y avait eu quand même pas mal de déforestation, quand même. On parle souvent à l'époque coloniale de la déforestation, du... Non? non, la déforestation, non, pas. Non? Non, je pense pas. Parce que de ce À que, ma connaissance, de ce que je sais, c'est que le bilan après la colonisation, c'est qu'il y a eu 1 million d'arbres enlevés. Pendant la guerre, en fait, il y a eu beaucoup de forêts qui ont été brûlées, en fait, et il y a eu quand même de non, les sacrés forêts dégâts. qui ont été brûlées, etc., c'est à cause de la guerre. Oui, voilà, c'est à cause de la guerre. C'est à cause de la guerre, hein. Mm, C'est pas pour faire du bien, mais c'était à cause de la guerre mm, pour traquer mm. les moudjahidines D'accord. qui vivaient dans Mais les dans montagnes. l'ensemble, en tout cas, quand en 62, vous arrivez Mais, en 62, donc on est dans une Algérie où l'écologie, enfin, je veux dire l'environnement, la nature, elle se ouais, porte assez bien. oui, Et les Algériens, à à l'époque, l'époque, est-ce qu'ils avaient cette sensibilité? Je veux dire, je parle le citoyen lambda, en fait. oui. Est-ce que les gens avaient une sensibilité, on va dire, écologique? Écologique, je ne sais pas le terme écologique, non. Mais les gens étaient naturellement
protecteurs de la nature parce que c'est la nature qui les nourrissait, etc. Donc D'accord. voilà, ben, d'accord, on était quand même à l'époque, on était exportateurs exportateurs de blé, exportateurs de fruits et légumes hors saison. Moi, j'ai fait toutes mes études supérieures à Caen, en France. Donc Mhm. j'ai passé toute, bon, j'ai fait une année de première tech, et puis 61, 62, il y avait l'OAS qui avait organisé qui était devenu un truc terroriste, Mhm. l'OAS, Organisation de l'armée secrète. Ouais. Donc on était menacés puisque les rares étudiants algériens qui étaient à l'université à l'époque, on n'était pas nombreux, hein. D'accord. On n'était pas nombreux du tout. Et puis on était tous euh, ceux qui n'habitaient pas Alger. On était dans la même cité et puis lorsqu'il y a eu le putsch de l'OAS, ils ont commencé par venir chez nous. Et c'est là où on s'est dispersé. Très bien. C'est en 61. On s'est dispersé et c'est pour ça que je suis allé faire Vos poursuivre mes études. études Oh, d'accord. à Caen. Et vous revenez en Algérie quand alors? Alors j'ai passé 10 ans parce que j'ai fait ma licence, hein. J'ai fait mon doctorat troisième cycle, bon, c'était comme ça, troisième Mhm. cycle, pour pouvoir s'inscrire au doctorat d'État. Le doctorat d'État, c'est le plus haut diplôme qui est décerné par les universités D'accord. françaises. Donc j'ai soutenu mon doctorat d'État en 71, D'accord. 1971. C'était quoi le thème Le thème, c'est un thème chimique, bien sûr, en chimie, et j'ai travaillé sur le système oxyde de titane. Ça remonte à l'eau. Ça remonte à l'eau. Je dois avoir D'accord. une, Donc vous revenez donc à peu près alors, en 71. en 71, j'ai passé mon doctorat, j'ai soutenu mon doctorat d'État, donc c'est public, hein. Mhm. Les gens viennent dans un amphi et, et il y a un jury, donc 4-5 professeurs, qui viennent donc pour vous écouter. Euh, alors j'ai choisi la date de mon soutenance de mon doctorat le 5 juillet 1900 Symbolique. 1971. J'ai passé donc mon doctorat, la fête nationale. 5 juillet, et une semaine après, j'étais En rentré Algérie. en Algérie. D'accord. Avec la volonté de faire profiter de tout ce Avec que la vous aviez volonté, appris. non, avec la volonté, c'est qu'il y avait une seule université. En 71, quand je suis rentré, l'université d'Alger, il y avait deux docteurs d'État, Mentel Jta, qui était avant moi, et moi-même. L'université euh, marchait avec les coopérants français. D'accord. Il y avait très peu bon, il y avait des maîtres assistants algériens, très peu aussi. Donc, je suis rentré une semaine après. Les gens me disent كيفاش عندك 14 سنين في فرنسا وجيت etc. Parce que ça commençait déjà, les gens. Comme, je rentre en Algérie, je passais mon doctorat en France, et il ne me serait jamais venu dans l'esprit de rester en France. Mhm. L'université, elle est gérée par des coopérants. Et, et j'ai fait des études pour être professeur d'université, je ne vais quand même pas Bien sûr. me demander. Demandez, ouais. J'aurais pu rester, c'est vrai, j'aurais pu rester. J'ai passé 10 ans à Caen, hein, à Je Châtenay. sais qu'en dans les années 70 aussi, c'est aussi le début de la naissance de l'écologie. Je parle l'école d'écologie en Algérie avec Monsieur Djbaili notamment. Jbeili, oui, Voilà, oui, Monsieur oui, Djbaili oui, et son oui. et un autre Salah collègue, Jbeili, Allah Yahmou, dont j'ai Ouais. oublié aussi le nom, mais je sais que c'est à ce moment-là que Oui, l'écologie, oui, 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 qu'il y a oui. commencé à y avoir des Algériens. Oui, 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 Jbeili. Voilà. Jbeili, moi j'ai enseigné à Bebsoir, c'est nous qui avions ouvert Bebsoir, et j'ai été vice-recteur avec Mhm. Jbeili. D'accord. J'étais vice-recteur avec Jbeili. Donc vous J'étais- entraînez, Oui, oui, j'étais vice-recteur.
Donc j'ai travaillé avec lui. Vous pouvez nous parler justement un petit peu de cette naissance, je veux dire, de ces débuts de l'écologie algérienne? Vous avez des souvenirs? Je pose beaucoup. Oui, Jbeili travaillait beaucoup sur la désertification, etc. C'est l'un des précurseurs, c'est lui qui nous a un peu orientés, hein. Et D'accord. puis moi j'ai travaillé avec lui, donc je discutais avec lui de ça. D'ailleurs, quand on a créé le mouvement écologique algérien, c'était en 1900. Dans les années 80, Mhm. fin 80? 89, 89, c'est la date, moi, voilà, que j'ai vue, ouais. ouais, 89. Mhm. Donc, quand on a fait l'Assemblée générale, quand on a créé le mouvement écologique, alors Jbeili était un peu comment tu m'as pas invité, Mhm. etc., pour faire partie de. Ouais, je le connaissais pas. Mhm. Je l'ai connu que quand j'étais vice-recteur avec lui, Mhm. chargé l'université. تاع باب زوار حنا اللي حنيناها. C'était à quelle année L'université, on l'a ouverte en 1975 ou 76, à D'accord. peu près. Et à l'époque, euh, il y avait comme recteur un professeur mathématicien. Bon, et le premier institut qui a ouvert à Babzon, c'est l'Institut de chimie. Quand on Très était bien, ouais. chimiste. Donc, vous, ouais. Mhm. Et le premier président de l'Institut de chimie, c'était euh, un, un collègue, Yousfi, Yousfi, qui a fait ses études qui était docteur d'État Athénée, qui a fait ses études à Nancy, Mhm. et qui était donc, c'était Mezaro qui était D'accord. recteur à l'époque, Mezaro. Si je puis me permettre, si on en revenait donc à Djbaili, les années, Ouais. puisque nous on parle d'écologie, on va Ouais. s'intéresser vraiment à l'écologie et l'environnement, on va profiter quand même de de votre expérience. Comment vous voyez un petit peu les débuts de cette écologie? Donc vous me parlez, c'était la désertification qui était apparemment le sujet central, ou il y en avait d'autres? Euh, Il y en avait d'autres, c'était pas uniquement c'est, quand on a créé l'association, c'est l'ensemble Mhm. c'est la biodiversité, c'est la désertification, c'est le reboisement, c'est les incendies de forêt, c'est, Mais donc, vous m'avez dit que vous avez créé cette association en 89, c'est oui, ça? Donc, ouais. Djbaili, vous le connaissiez déjà bien, en fait, parce que vous me dites que vous lui avez dit que vous le connaissiez pas assez pour le faire entrer dans l'association. J'ai pas compris, en fait, Non, il voulait, il aurait voulu, mais on n'y a pas pensé. Vous n'y avez pas pensé, en Non, fait. Ouais, jamais voilà, qu'un, jamais qu'un, c'était non, juste non, un, non, voilà. C'était non. quoi la volonté de monter cette association? Qu'est-ce qui vous a amené? Déjà, avec qui vous l'aviez monté au début? Et alors, C'était avec des universitaires, hein. d'accord. C'est pratiquement avec les universitaires. Il y Mhm. avait des biologistes, on était à l'université, donc il y avait des biologistes, il y avait des chimistes, il y avait des physiciens. Que Il y des avait, gens d'Alger, ou il y avait quand même il y avait d'autres wilayas qui étaient représentés? ouais, on avait commencé par c'était une association nationale. Donc, on avait Des gens d'un peu des partout. sections à Oran, Blampes, D'accord. à l'Est, etc. Donc, c'est. Et pourquoi en 89? Ça a été quoi l'élément déclencheur de la création de cette association? Vraiment, euh, comment, Wallah al-Azim, je ne me souviens pas comment. Vous ne vous souvenez pas comment? Non? Franchement, parce que peut-être que c'est ma formation. Moi, je pense que c'est ma première C'est année. vous l'instigateur quand même Oui, de... c'est ma première année de fac à Alger, qui m'a dit D'accord. SPCS, sciences physiques, naturelles, et chimiques, etc. Donc, qui m'a sensibilisé Voilà.
à mon environnement. D'accord. Mais parce que vous, quand vous avez créé cette association, vous pensiez apporter quoi alors? Qu'est-ce que ça allait permettre quoi? C'était déjà, est-ce que c'était une association, on va dire, à caractère seulement scientifique, ou là il y avait vraiment une volonté d'agir dans la société civile? Sensibilisation, je pense. Sensibilisation, Oui. vulgarisation? Vulgarisation, sensibilisation. Et on a été. Moi, j'ai participé à Rio en 92. D'accord. 92. En 1993, on a organisé un séminaire à l'hôtel qui venait d'être terminé à la foire. Mhm. Comment il s'appelle l'hôtel avec un grand hôtel à la foire. Donc, on a fait un séminaire sur la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures. Par les hydrocarbures. Et on a fait un truc où il y avait 600 personnes qui sont Mhm. venues avec, comment il s'appelle, l'ancien qui était directeur de Sonatrach. C'est pas Abdeslam? Ah, non, Abdou. Il était président de tout l'élément de Sonatrach. D'accord. Il a fait la prison. Moi, je ne connais pas assez la... Il a eu un problème. Et donc, Et qui c'est qui Non. venait à ces séminaires? Qui c'est que ça touchait en fait alors? On a fait ça avec Sonatrach. Très bien. Avec Sonatrach, donc pollution de la Méditerranée. Et donc on a invité Ould Qaddour. D'accord, Qaddour, d'accord. Ould Qaddour, donc ça me revient. Donc lui qui était déjà dans le... il travaillait avec une société anglaise, je crois, et qui touchait un peu ce domaine. Et donc, c'est lui qui s'est chargé de ramener des étrangers. D'accord. Il y avait Des experts et tout. experts, etc. Voilà. Donc, on était 600. Hein. D'accord. Il y a 600 personnes. Donc, c'était notre première... Première, on va dire, grand événement. Et donc, grand à événement. l'époque, l'idée, c'était quand même, j'ai l'impression que c'était plutôt l'idée, c'était une approche plutôt top-down, c'était d'essayer déjà de convaincre les autorités, Voilà, les gens. de sensibilisation, mais des gouvernants, des grosses La entreprises. pollution, D'accord. c'est toujours la pollution de la Méditerranée. Là. Hmm. Bon, donc, voilà. Et après, Et après, on faisait des séminaires on a fait beaucoup de séminaires. On a travaillé également sur puisque à partir de 2020, on était membre de l'UCN. mhm, Donc, on a travaillé sur des mini-projets. On a travaillé sur des projets avec l'UCN, avec comment dirais-je, avec l'aide de l'UCN. Et puis, à l'époque, on pouvait donc organiser des séminaires sur des sujets divers concernant la pollution, concernant tous les problèmes d'accord. et à l'époque, on trouvait quand même des sponsors, les banques, ils nous donnaient des millions, etc. Vous arriviez à organiser, voilà. Mais les choses se sont un peu Compliqué. compliquées parce qu'avec les histoires de ce qui se passe dans notre pays, on avait de plus en plus de difficultés à organiser Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait? D'un point de vue sécuritaire? Non, pas d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue financier. Financier, d'accord. D'un point de vue financier, parce que on ne pouvait faire ça qu'avec l'aide
des banques. Et D'accord. effectivement, ça marchait au début parce qu'on ne demandait pas beaucoup d'argent et on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour. On faisait 4, 5, donc Donc c'était surtout des actions de sensibilisation, de séminaires et tout, et sur le terrain. Alors comment ça se passait? Est-ce que vous aviez Alors, monté des projets bon, on a travaillé avec Magout Lekbir sur mademoiselle Slimani qui s'est occupée de la réhabilitation de, de l'Alpha. Mhm. On appelle Gelfa. Gelfa, d'accord. Donc, on travaille avec Gelfa, donc avec l'administration qui nous ont aidés vraiment. Et avec l'UCN, on a fait des petits projets où on a demandé, on a fait ça avec l'ANN, D'accord. l'Agence nationale pour la Conservation de la nature. Ouais. Donc, tous la plupart des cadres qui travaillent dans ça, on fait écologie. D'accord. Il y a des sections écologiques sur l'université. Donc, on a fait des trucs sur la biodiversité, sur le rôle de la femme et l'environnement. Mhm. On a fait 4 ou 5 projets qui étaient financés aidés aussi par l'UCN. Ouais, alors, rappelez, pour les gens qui ne connaissent pas, L'UCN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. De la nature, voilà. L'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, c'est une association qui existe depuis 1955, je crois. Donc, il y a plus de 60 ans d'existence. Et qui est implanté sur toute la planète. Sur toute la planète. Sur toute la planète. Donc, et c'était surtout la biodiversité, et puis tout. Il y a un congrès tous les 4 ans, mais il y a un congrès sur les forêts. Les forêts tous les 10 ans. Tous les 10 ans, d'accord. Et donc, excusez-moi, donc en Algérie, vous avez été les premiers à travailler avec eux? Oui. Voilà. Oui. Vous êtes les premiers dans les années. Donc, années 80. Alors, quelle année ça a commencé la première collaboration avec eux? En 2020. Non, 2020. De 20 ans. 20 ans. Ah, d'accord, en 2000. Je me disais en 2000. D'accord. Donc entre 89, donc excusez-moi, entre 89 et 2000, vous aviez fait surtout des séminaires. Vous en avez fait combien à peu près tous les ans? Il y en avait combien? Un, deux? Un tous les ans à peu près. D'accord. Et à partir des années 2000, là, vous décidez de. Qu'est-ce qui a fait que vous choisissiez de vous associer à eux en fait? À l'UCN, l'Union internationale pour la conservation. Parce que c'est un ami tunisien qui était déjà membre de l'UCN. D'accord. C'est lui qui m'a fait. Qui vous a sensibilisé, parlé, voilà. Et il m'a demandé pour que l'Afrique du Nord soit représentée. Donc, parce que avec les ONG, donc il y avait déjà une ONG tunisienne qui était membre. D'accord. Et donc. Le Maroc n'était pas encore membre? N'était pas encore membre. On a été membre et après on a pris contact avec des Marocains qui sont devenus. Donc, il y a deux associations, l'association Boumedas et nous-mêmes, et l'État. Et au Maroc, ils sont un peu plus nombreux que nous. Il doit y avoir une dizaine d'associations qui sont membres de l'UCN. Très bien. De même en Tunisie, il doit y avoir 4 ou 5. Ça veut dire que là aujourd'hui en Algérie, il y a combien d'associations qui sont membres? C'est-à-dire, en tant qu'association d'Afrique du Nord, donc on est au courant de nos problèmes. Et donc,
C'est pour ça qu'on a été intéressé de faire partie de l'UCN avec sa D'accord. commission, etc. Et il y en a beaucoup maintenant aujourd'hui d'associations en Algérie qui sont membres de l'UN, toujours deux seulement. C'est bizarre. Ouais. de seulement, c'est parce que c'est il faut payer une cotisation. Et, Ah, moi, depuis 20 ans, la cotisation, je l'ai payée de mes propres fonds. d'accord. Pour vous, La c'était quoi cotisation. l'intérêt alors justement de faire partie de... Bon, Parce que c'est une organisation mondiale, c'est une très organisation bien, qui a des compétences dans tous les domaines. très On ne peut bien. pas trouver Mhm, mieux. mhm. Et puis c'était une façon aussi d'intégrer l'écologie et l'environnement algérien La politique. dans quelque chose d'universel. Oui, Vous m'avez dit, il y avait combien? C'est plus de 15 000 experts oui, mondiaux? il y a 6 commissions, donc tu formes les commissions avec, Mhm, commission, mhm. commission il y a 5 commissions qui sont, et chaque commission, il y a des milliers de gens, des spécialistes. Spécialistes dans les Ah domaines, oui, voilà. oui, Ouais. oui, oui. C'est des scientifiques qui s'occupent de, Mhm. c'est pas un groupe donc c'est des gens très sérieux, et ce qui est bien, c'est que tous ces gens-là sont des bénévoles, hein. Très bien. Des bénévoles. Mhm. Pourquoi là, j'ai insisté? L'Algérie, c'est si on a, si on a un problème d'écologie, on peut donc, il y a des spécialistes. Avec qui on peut se travailler? non, ils peuvent venir travailler ici, prendre en charge un problème, Mhm. et l'Algérie n'a payé que le billet d'avion et l'hôtel. D'accord. Ils n'ont aucun truc. Mhm. On les fait venir, et malgré ça, Par contre, vous m'avez dit donc après, vous m'avez dit que vous avez essayé, donc vous avez été élu justement. oui, allez, Vous avez eu un poste en fait à l'échelle de l'Afrique, c'est ça? Non, non, c'est pas poste, c'est être membre Membre, du oui, conseil. excusez-moi. Ouais, Être voilà, membre vous du étiez conseil. membre du conseil, voilà. Bénévole aussi. Bénévole, oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait bénévole. Et puis, l'élection des conseils régionaux se fait par l'UCN. Il y a à peu près un millier d'ONG, et il doit y avoir en ce moment peut-être 120 États. D'accord. Et quand il y a des élections, on est élu par les gouvernements de toute la planète qui sont membres de l'UCN, Très bien. et par les ONG. D'accord. Il y a des ONG de tous les pays du monde qui sont membres de l'UCN. Mhm. Les États, quand font le vote, ils ont 3 voix, et les ONG, une voix. Une voix. Donc, il y a une vote, il y a les listes. Et alors, vous, c'était quoi votre slogan pour vous faire élire? Enfin, votre argument? Quel était le projet que vous défendiez justement pour l'Afrique? Pour être membre de l'UCN, il faut se présenter. Il Oui. faut savoir pourquoi vous voulez. Voilà, et vous, pourquoi alors? Qu'est-ce qui eh ben, c'est l'environnement, c'est la désertification, c'est tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mhm. Donc, et puis, Ça veut dire que vous vous sentiez, en tant qu'Algérien, Oui, oui. il y avait une légitimité parce que dans notre pays, ces problématiques, Non, elles sont mais il faut aussi montrer que vous êtes. compétentes. Il y a une commission pour admettre votre candidature. C'est pas facile. Oui, oui, j'ai C'est pas compris, parce ouais. que vous voulez être. C'est pas juste parce que vous avez envie, voilà. Et puis, Mais à votre avis, pourquoi, excusez-moi, à ouais. votre avis, pourquoi justement votre candidature, parce que vous avez comme été élu 2 fois, Leiberg, Oui, oui. qu'est-ce qui, à votre avis, a joué en faveur de votre élection? Euh, En toute modestie. non, Là, moi j'ai été membre du conseil. Le conseil se réunissait donc 2 fois par an, c'est pendant 3-4 jours. Et si j'ai été élu, c'est parce que il y avait des représentants de tous les pays du monde. Mhm. Et en étant conseiller, Et vous connaissez. il me connaissait. Vous étiez assidu, j'ai compris. J'ai J'intervenais compris. très souvent. Mhm. J'étais très très respecté. Je suis en train de parler de moi, c'est pas bien, mais enfin, Pas de souci. Ouais. je pense, parce que On est là pour, parce que la on est question là pour prendre votre témoignage. posée. Voilà, bien sûr. Ouais. Et ce qui fait que les États m'ont aidé énormément. D'accord. Parce que vous, Parce qu'il y a vous- d'abord 3 voix, Mhm. et
j'ai été élu très facilement, D'accord. premier et deuxième mandat. Hein. Après, vous m'avez dit que vous Deuxième aviez... mandat, c'était encore, j'avais eu plus de votes parce que j'étais plus connu par. D'accord. Puis on avait vu déjà ce que vous aviez fait, votre votre travail. Voilà. Après, vous m'avez dit donc que vous avez eu la volonté d'intégrer justement l'Algérie en tant qu'État, Voilà. État membre de cette association, Oui. organisation. Oui. Et vous m'avez dit que ça a pris du temps. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Non, pour l'État, parce que bon, nous sommes des ONG, on donne des idées, etc. Mais l'autorité, c'est l'État. Très bien. L'autorité, c'est l'État. Si on doit faire le barrage vert qui m'a goûté le Koubilat, etc., c'est pas les ONG. Ce ne sont pas les ONG qui vont décider, d'accord. C'est l'État qui. Donc vous avez dit que c'était important que l'État algérien voilà, parce que participe. C'est un peu l'aboutissement sur le terrain de nos idées. J'ai compris. Non, Voilà. C'est pour ça que vous aviez... on sensibilise les trucs. C'est pour ça que, excusez-moi, j'ai l'impression que vous avez surtout essayé à l'époque de sensibiliser l'État, les gouvernants, Oui. plus qu'aujourd'hui où c'est la sensibilisation, c'est beaucoup plus auprès des citoyens. À l'époque, vous aviez vraiment l'idée qu'il fallait déjà sensibiliser les gouvernants, Oui, que le pouvoir était entre leurs mains. C'est l'État qui D'accord. lutte contre contre la désertification, pour le reboisement, pour En tout cas, c'est lui qui a cette responsabilité. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Et donc, vous m'avez dit qu'il a fallu un peu de temps pour les convaincre, Oui. voilà, qu'il y avait eu plusieurs obstacles. Non, il m'a fallu plusieurs années. Hein, chaque fois que je sortais, les affaires étrangères étaient attaquées. Alors donc, je sortais, je passais pratiquement toutes les semaines, tous les 10 jours. C'est super que quand je rentrais aux affaires étrangères, les gardiens pensaient que je travaillais. Vous travailliez là-bas tellement vous étiez Alors, ils me souvent. saluaient. Quand je rentrais, ils me saluaient, ils pensaient que Donc, je faisais partie du personnel. Vous y êtes arrivé à la fin, l'Algérie, à les convaincre et tout, et vous m'avez expliqué donc que mine de rien, donc vous, votre idée, excusez-moi de synthétiser, mais votre idée c'était vraiment de se dire voilà, l'Algérie en tant qu'État va pouvoir profiter d'une expertise gratuite, enfin gratuite, pas tant que ça parce qu'il y a une cotisation quand même, on m'a dit qui était assez conséquente. Oui, au moins, tu as la cotisation. Voilà, tu as la cotisation. Mais ça veut dire que pour vous, si on faisait on va dire le ratio entre cette cotisation qui était quand même, vous m'avez dit, assez importante, mais l'équivalent de l'ONU. Voilà, donc c'était quand même assez important. Mais de l'autre côté, de pouvoir avoir accès à une compétence scientifique internationale, ça valait le coup. Alors maintenant, est-ce que vous pensez que l'Algérie, du coup, a vraiment profité, l'Algérie en tant qu'État, a su profiter de cette... Pas du tout. Wallah, je suis en train de... parce que je suis en train, pour l'état de nos finances actuellement, wallah, il haram. Alors, je suis en train de, très sérieusement de pouvoir faire le chemin inverse. D'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous avez... Habsou, ça sert à rien, voilà. Autant donner-les à des scientifiques algériens pour développer la science en Algérie, d'accord. Utiliser-les pour acheter du lait ou peut-être pour développer la science. Développer la science et la haja. Donc, Allah, je suis en train de réfléchir très sérieusement. Au final, c'est difficile pour moi d'avoir tout fait pour que l'Algérie soit. Je comprends. Ouais. Ça veut dire que quand même, malgré toutes ces sensibilisations, malgré tout ce travail vraiment que vous avez essayé de faire pour changer leur culture, changer la culture de nos gouvernants en matière d'écologie et d'environnement, vous avez l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris les choses comme... Il n'y a pas de... on change souvent de responsable dans l'administration, etc. Et il n'y a pas de continuité. Et il n'y a pas de continuité, c'est ça le problème. Il n'y a pas de continuité. Ne serait-ce que rien que l'écologie. Même l'écologie, là, les gens qui sont dans l'écologie, c'est des gens qui sont là, qui n'ont rien à voir, souvent, avec l'écologie. D'accord.
فيها على بالك معرفة تدخلها هذاك. Vous parlez dans les ministères de Le l'Environnement? ministère de l'Environnement, partout, c'est ce qui se passe partout d'ailleurs. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire que l'intérêt national, malheureusement. Et il passe après les intérêts privés. Ah oui, ah oui. Quand même, entre votre époque, je veux dire, je dis votre époque, c'est toujours votre époque, hein, mais je veux dire, entre les années 70 et aujourd'hui, il s'est passé 50 ans. Comment vous voyez l'évolution de l'environnement en Algérie sur ces 50 ans? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un net progrès, ou alors que les choses ont empiré, ou alors... Non, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Très bien. Rien n'a été fait. Déjà, l'ouverture des parcs, le Harrach, ça fait 60 ans, on a toujours entendu que le Harrach était... Il y a une pollution qui est visible. Hein. Et j'ai lu dernièrement que d'ici la fin de l'année, le Harrach sera dépollué. Le Harrach, on pourrait peut-être la boire, mais enfin... Bon, ça, j'espère monsieur que je vais... En tous les cas, quand on traverse le Harrach... On n'a pas envie de la boire pour l'instant. Ça sentira pas mauvais, ça sera déjà bien. Ça sent pas mauvais. Je ne sais pas s'ils mettent des trucs pour... mais je pense qu'il y a des... Mais quand même, si on prend... Là, je vais me permettre d'intervenir. Hein, c'est un entretien qu'on fait tous les deux. Regardez, par exemple, l'état de la steppe. Ça a été ravagé. Regardez, question déforestation. On n'a jamais réussi à endiguer justement ce qu'on a perdu pendant la guerre de libération. On n'arrive toujours pas à lutter contre les incendies, on n'arrive pas à lutter contre beaucoup de choses. La gestion des déchets, c'est quand même une catastrophe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre la société. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les citoyens, vous voyez, moi, je suis de la génération intermédiaire. C'est-à-dire que moi, juste après vous, dans les années 2000, j'ai travaillé aussi, j'avais votre approche top-down. J'ai essayé au début de sensibiliser les scientifiques, de sensibiliser surtout les décideurs. Et puis très très vite, je me suis rendu compte qu'au final, et c'est l'évolution qu'il y a eu dans cette sensibilisation, aujourd'hui, le citoyen était beaucoup sensibilisé. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que les citoyens, peut-être pas tous les citoyens, mais de plus en plus, l'écologie, l'environnement, c'est des sujets qui touchent les citoyens, hein, parce que ça les touche en bas de chez eux. Mais j'ai l'impression que toujours, en ce qui concerne nos gouvernants, je me suis engagé dans beaucoup de combats. Souvent, on avait beau donner l'information, on avait beau sensibiliser et tout, au final, il n'y a pas de résultat. Alors Il y a un problème maintenant qui est un problème national et très grave. D'accord. C'est le plastique. Le plastique. Le plastique. Chauffe. Et là, je ne comprends pas. Le Maroc, il y a 2 ans, il a pris la décision qu'il n'y a qu'un plastique. Il n'y a plus de plastique. Le plastique n'existe plus en Europe depuis plus de 20 ans, 30 ans. Maintenant, quand on va dans un supermarché... c'est pas aussi simple que ça. Hein. Non, on ne donne plus le sac plastique. Bon, ça dépend des fois le vent. Ouais, voilà. Ou les jimac sac. Là, ici, j'ai lu avec Nahar le nombre de millions de... Uniquement, tu as le pain. Une baguette, un texache. C'est vrai. Un texache. Souvent, quelqu'un qui prend 2-3 goulots d'oublie les sachets. Et les sachets hadouk, tu as le pain, ne servent à rien. Sans jeter. C'est un problème extrêmement important. Ce qui est très difficile, c'est que même quand des gens comme moi, je veux pas de sachet, souvent les commerçants se vexent et me disent mais non, prends ton sachet. Bon, bref, c'est vrai, mais aujourd'hui, malheureusement, moi je pense que la pollution en Algérie, elle est systémique. On ne peut pas parler que du plastique. Parce qu'on parle beaucoup de ça. C'est la principale. C'est la principale. Attention, la principale, parce que tout le plastique qu'on jette arrive à la mer. À la pelle. D'accord. Il y a des poissons qu'on tue.
il y a les pêcheurs Hmm. Qui avec retrouvent. le Ouais. truc, ils ont du plastique. Ils يحرقوا le plastique, C'est c'est la c'est la calamité. principale source de pollution en Algérie. D'accord. Le plastique, franchement, il y a des pays qui ont réussi à la. Ben, là, on parle de. Et ça a été un changement de comportement parce qu'à votre époque, le plastique, Il il n'existait pas. il était pas aussi. Et Il pourtant, les n'existait gens arrivaient à consommer, arrivaient à vivre, à avoir une vie. Oui, oui. Vous étiez pas la génération du tout jetable. Toute ma vie, les poubelles qu'on mettait devant la porte, c'était. Ouais. Il n'y avait pas de plastique. Mhm. Et, et puis qu'est-ce qu'on jetait? On jetait les trucs. Rien du tout. Pas grand-chose, ouais. Pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup d'emballage, en fait. Il y avait pas Souvent, vous d'emballage, achetiez les non, choses en bah, vrac, Gofa. Gofa. Ah, il y avait Gofa. D'accord. Il y avait pas de plastique du tout, ni de sachet, ni rien, Hmm. rien. Donc, je dis, avec qui ou il m'a avec, le plastique, c'est un très gros problème. D'accord. Très gros problème. Et malheureusement, avec des projets d'allançage, on a encouragé, bon, ça c'est bien d'encourager les jeunes à avoir leur entreprise et à gagner leur vie, Mhm. mais la plupart ont choisi la facilité parce que non plus que pour faire des sachets plastiques, il suffit d'avoir des billes D'accord, oui. de plastique. Il y a une machine qui fait ça, et puis pratiquement il n'y a aucune. Ah, d'accord. Vous dire qu'on Facilité. on a Là- encouragé. Alors maintenant, donc, si on supprime le plastique, on va C'est créer- beaucoup on- d'emplois en on moins. va créer beaucoup en moins, mais ils peuvent trouver, je sais pas moi, il faut qu'ils aient des idées, de changer de. Alors, pour terminer, mouvement écologique algérien. Moi, quand j'ai vu Pas les ce politiques. nom, voilà, je me suis posé la question. Alors, je me suis dit, tiens, alors même, je me suis renseigné autour de moi. J'ai dit, ah, mais vous vous rendez compte, on est passé à côté Non, mais- d'un mouvement d'écologistes, on savait pas, on n'était pas au courant. Alors, Là, le terme mouvement, c'est beaucoup plus action, mouvement. Mouvement, C'est bouger, dans le d'accord. sens physique du terme. Mais Mouvement. est-ce que vous pensez que c'est une question qu'on se pose tous au bout d'un moment, que tout écologiste ou toute personne qui s'intéresse à l'écologie, à l'environnement, se pose à un moment, et surtout quand on voit justement que les choses n'avancent pas vraiment, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'écologie, elle peut seulement rester, on va dire, citoyenne, ou est-ce qu'elle doit devenir politique? C'est une question que j'aimerais vous poser, question que moi je me suis posée pendant très longtemps, hein. Je ne dis pas que j'ai la réponse comme ça, mais est-ce que vous pensez que le fait qu'en Algérie, il n'y ait jamais eu vraiment de réels partis politiques qui défendent, je veux dire, à l'Assemblée, sur le terrain politique, est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire ou non? Non, je pense pas que. Moi, je suis contre la politique. Hein. Très bien. Contre la politique, parce que la politique, dans n'importe quel pays du monde d'ailleurs, hein, c'est d'accord l'intérêt, les petits azettes, D'accord. les trucs, etc. C'est ça, hein, quelqu'un qui rentre dans un parti politique, c'est pas pour travailler, c'est avec tous les avantages, le petit azettes qui met tous les avantages qu'il a. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui une association, elle peut Mais- avoir un impact sur les gouvernants? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous, le mouvement, la société civile, on arrive vraiment à faire changer les choses? Oui, changer. on peut. Je pense On arrive à les influencer quand même? On peut les influencer à l'aise parce que maintenant il y a avec les réseaux sociaux. D'accord, voilà. Donc les réseaux sociaux, ça a fait changer quand même. les Vous voyez la différence, vous? Oui, les réseaux sociaux, on peut sensibiliser, il écrit un truc et il est automatiquement vu par des milliers. Hein. Avoir des centaines de Les partages, milliers, les voire. partages, ça fait. D'accord. Ça, c'est une. C'est une réalité. Ah oui, c'est une réalité. Ah, D'accord. Non, c'est une réalité. Donc vous pensez que, en fait, quelque Alors, part, là- le fait que la société civile, elle est en train d'avoir, Ouais, ouais. notamment en matière d'écologie, d'environnement, un peu plus de poids, dans c'est tous lié les domaines, dans tous les domaines. Le domaine de la. Voilà,
ce qui arrive maintenant avec le Hirak, etc., avec le machin, on arrive quand même à faire pression sur, euh, sur le gouvernement, sur Mais ce l'État. Hirak, vous n'êtes pas étonné qu'il ne parle pas vraiment d'écologie et d'environnement, justement? Sur le terme Hirak, Le mouvement, justement. c'est un mouvement qui n'a rien à voir avec un parti politique. D'accord. C'est un mouvement qui est à la solde, moi je suis très très bien à la tête, qui est à la solde de gens qui ne veulent pas toujours du bien pour l'Algérie. Carrément. Alors, j'avais un neveu qui sortait tous les vendredis. Que tu es toujours. Tu sors toujours le vendredi, Hira, tout ça. Elle dit oui, je fais avec, mais elle dit je vais plus. Lâche. Ah, elle dit, j'ai remarqué que le Hirak, il est guidé par. Il y a des meneurs de Hirak, la plupart du temps, qui sont ailleurs, Mhm. que je connais. سمعت؟ الحراك عندك les jeunes qui veulent vraiment travailler pour leur pays. Mhm. Il y a euh, des islamistes qui envoient tous les jeudis les, les- les- ce qu'on doit écrire sur les pancartes de vendredi, qui sont donc dirigés, le chef d'armes, c'est Zetout, Mhm. qui, euh, qui fait 5-6 lives par jour, qui touche des centaines de milliers de, de personnes, et c'est lui qui représente le côté islamique du Hirak. D'accord. Au Hirak, il y a des islamistes. Les islamistes, ils profitent de la dette. Ils sont en train ils sont en train d'être de plus en plus influents. De plus en plus influé. D'accord. Bon, عندك le MAC, mouvement تاع خونا comment il s'appelle, qui est à Paris, qui veut l'indépendance de la Kabylie avec comme capitale Paris. Mhm. Ça fait 30 ans qu'il vit à Paris. Si la Kabylie est indépendante, il ne va pas revenir à Kabylie-Nac. Bon, indépendance de Kabylie, Mhm. Kabylie fait partie de l'Algérie. Mhm. C'est mal. Alors, عندك هذاك qui sont très, très, très actifs, hein, qui sont très actifs. Donc, le, le Hirak, beaucoup de gens disent pourquoi le Hirak ne se structure pas. Il Mhm. ne peut pas se structurer. C'est comme si on demandait à tous les partis de la France, de l'extrême droite à l'extrême gauche, de former un seul parti. C'est pas possible. C'est Mais ma pas question, moi, c'était surtout pourquoi est-ce que ce qui est dommage, c'est que la question de l'environnement, à part quand il y a eu l'histoire du gaz de schiste, on n'a pas jamais, il n'a jamais été vraiment abordé. Gaz de schiste, parce que gaz de schiste, c'est pas le Hirak le Hirak, bon, il a pris le train en marche. D'accord. Le gaz de schiste, c'est d'abord les gens qui sont tout près des essais qu'on a fait et qui ont vu les dégâts énormes ce sont Puis, au sud de la. ouais, bien sûr, Ain Salah. etc. Et le gaz de schiste, c'est un des problèmes les plus importants au point de vue écologique, au point de vue économique. Le gaz de schiste, qu'est-ce que c'est? Le gaz de schiste, c'est une roche. Ouais, Cette roche poreuse contient des gaz. du gaz et du pétrole. Cette couche, elle est en dessous Mhm. de la nappe qui La nappe de l'Albien. Albien, 45 milliards milliards de mètres cubes. Donc on a de l'eau pour l'éternité. Mhm.
Enfin, c'est de l'eau qui n'est pas renouvelable. Hein. Non, qui n'est pas renouvelable, mais Mhm. les quantités sont énormes. Mhm. Ça va de la frontière marocaine Mhm. jusqu'à la Libye. Mhm. La Libye, avec Kadhafi, Kadhafi, ils ont. très intelligent, Mhm. pas d'eau, puisqu'il une nappe, pourquoi ne pas l'utiliser? Il a pensé à un projet, il a fait venir des Italiens. Voici ce que je veux. Je veux de l'eau, il n'y a pas d'eau. Mhm. En Libye, ما نمشي الماء. Mhm. Je veux utiliser cette eau, au moins pour باش يشربوا, باش باش يشربوا, يشربوا, etc. Il a fait venir des trucs, donc ils ont fait des forages. Et il fallait donc des milliers de kilomètres de tubes. Que nous, il n'y a pas de problème. Les Italiens, nous, non. On va le faire. Hein. Les tubes, vous les fabriquez chez moi. Mhm. Donc il a créé du boulot pour les filières. Donc, et tous les tubes qui servent d'aller de la nappe albienne au reste du pays, l'eau est transférée par des tubes. Ces tubes-là sont fabriqués là-bas. Mhm. Donc, c'est. Alors, là, ici, on veut, pour aller pour revenir au gaz de schiste, Mhm. il faut aller à 3000 mètres. Mhm. Donc, forcément, tu vas traverser la nappe albienne. Tu vas traverser la nappe albienne. Et pour craqueler, On va faire la fracturation la fracturation, hydraulique horizontale. dizaines je sais pas, Il faut 20 000 litres. 20 000 non, litres. c'est là, la pression, D'accord. il y a beaucoup d'eau, et la pression, Mhm. pour envoyer ça, parce que avec un forage vertical, un forage Horizontal. horizontal. Forage horizontal avec des trucs qui envoient de l'eau et qui. On ne peut pas envoyer uniquement l'eau, il faut des produits chimiques. Il y a une trentaine de produits chimiques qui font partie du liquide qu'on injecte pour la fracturation et pour libérer le gaz et éventuellement le pétrole de schiste. Donc, et elle est belle 3 km, 3000 mètres de tuyaux à des pressions énormes. Un jour ou l'autre, il y a Il ne risque pas d'y avoir des fuites. des fuites qui vont complètement. On ne peut pas dépolluer une nappe albienne. Mais vous savez, il y a une chose quand même qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le problème du gaz de schiste, c'est un problème. Et moi, je vais vous dire qu'il y a un problème encore plus important, parce qu'il est déjà en train de se dérouler, il existe déjà. L'agriculture saharienne qui sont en train de développer dans le Sahara, le fait qu'on n'a quasiment pas de station d'épuration et qu'aujourd'hui, excusez-moi, la plupart des eaux, des eaux usées, elles sont dégagées en fait à ciel ouvert et tout. Aujourd'hui, le danger sur nos ressources hydriques, elles sont bien plus d'actualité qu'à venir. Et c'est pour ça que quand je pose la question pourquoi on a parlé, surtout l'opinion publique parle du gaz de schiste quand elle parle des menaces qu'il y a sur nos ressources hydriques, pourquoi les gens ne veulent pas accepter que, en fait, le danger, il est déjà là. Et ce qui est en train de se passer dans le sud aujourd'hui, avec le développement d'une agriculture qui est complètement irrationnelle, le Sahara, c'est pas fait pour développer de l'agriculture intensive, et surtout pas avec les méthodes qui sont appliquées ici, c'est-à-dire ce sont un peu des apprentis sorciers. Ça, c'est un vrai problème. Donc, bon, on va conclure parce que ça va. Allah Ibarak, on a discuté presque 1 heure. Si vous aviez un message à donner justement aux générations présentes et futures, qu'est-ce que vous leur diriez justement par rapport à l'écologie, à l'environnement? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez à le dire? Voilà, je ne peux pas l'exprimer plus simplement. Il y a un problème en ce moment qui touche l'économie et l'environnement. D'accord. On vient de le gaz de schiste. Ce gaz de schiste. Il y a le gaz de schiste. Chauffe. En ce moment, le baril, il est à 40. Avec l'exploitation de gaz de schiste, parce
que M. Tebboune, il a cité comme exemple l'exportation de gaz de schiste aux États-Unis. Les États-Unis, disant que. Mais il a oublié de dire que les forages qu'on fait C'est aux pas le même États-Unis, contexte, ouais. N'importe quel forage se fait dans des régions où il y a des fermes, où les gens habitent, etc. Et les gens qui avaient de l'eau de puits pour leur jardin ou pour leur consommation, Ça s'est tari, ouais. on arrive en ouvrant un robinet avec un briquet avec le gaz. C'est terrible, ils ont massacré et puis ça C'est ça le message les que vous voulez. États-Unis, non, Ouais. les États-Unis étaient importateurs d'hydrocarbures. Ils sont exportateurs. Les prix ont chuté. Oui, des gaz de schiste alors que c'est plus rentable. J'ai écouté Preur, le spécialiste qui a dit que pour le million de BTU revient à $7. Million de BTU, et on ne peut le vendre qu'à moins de $5. Où est le bénéfice? Où est le bénéfice? Et pourquoi se braquer constamment sur les hydrocarbures? Il faut qu'on oublie les hydrocarbures. Très bien. Il y a des pays qui n'ont pas d'hydrocarbures, qui sont voisins, où les baisse عليهم المروك عنده الغاز ما عندوش pétrole, عنده الغاز وما عندوش كي ولا les hydrocarbures, et ils vivent très bien, leur économie fonctionne très bien, et leur monnaie vraiment par rapport à l'euro, il faut qu'on oublie ça, il faut qu'on se donne comme disons, projection, Gaël, dans 3 ans, on ne va plus pouvoir exporter des hydrocarbures. Il faut dès maintenant trouver un moyen de se débarrasser, d'utiliser l'argent des hydrocarbures pour acheter le halib ou pour acheter le fromage ou parce que donc il faudrait maintenant qu'on commence par développer d'abord ce que nous mangeons. On importe tout. Oui, tu importes des pois chiches. Ici, tu prends un pois chiche, tu le mets dans un verre d'eau qui m'a goûté une autre. Pois chiche, etc. Tout ça, c'est des trucs qu'on peut donc produire ici. Et c'est pour ça qu'il faudrait développer une agriculture saharienne. Au lieu d'aller à 3 km, on peut, on ne sait pas, utiliser rationnellement l'eau de la nappe albienne. Et transformer pratiquement le Sahara en paradis. Vous pensez que c'est possible? On peut créer des microclimats, microclimats et transformer. Mais la question que je pose, pourquoi on veut reverdir le Sahara alors que toutes nos terres agricoles dans le nord, elles sont en train d'être bétonnées? Moi, je veux comprendre, monsieur. Oui. Parce que il y a un problème d'eau. Il y a un problème d'eau? Il y a un problème d'eau. Pour le blé, c'est les hauts plateaux. Les hauts plateaux, il n'y a pas d'eau. Donc, on peut donc transférer d'une part et donc faire un microclimat et vraiment créer un paradis où on peut, parce que l'Algérie, elle a tous les climats de la planète, sauf le climat polaire. Tropical, elle l'a pas non plus, je crois. جيبها من النور حتى l'extrême sud, pratiquement on a pratiquement tous les climats. Tous les climats. Et si on crée un microclimat avec de l'eau, parce qu'avec l'eau on peut tout faire, on peut donc développer ces régions-là, on peut donc planter tous les fruits et légumes qui existent dans le monde entier, donc les exporter et surtout faire venir, au lieu de pousser les jeunes à aller vers le nord, vers la Méditerranée
pour trouver des bateaux pneumatiques pour foutre le camp, eh ben, au lieu de les envoyer De les faire vers le venir nord, dans le sud. tu te fais venir vers le sud. Hein, tu Mm. les fais venir- Mais tout ça, je suis d'accord, mais je vous répète, en tout cas, aujourd'hui, l'agriculture qui est en train d'être pratiquée dans le sud, je suis désolé, monsieur, Non, dans le sud, elle est polluante. oui, elle est polluante parce qu'il تقول بلي يجي tout, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a pratiquement pas d'eau. Mais quand on a de l'eau et puis les techniques maintenant avec on va pas donc pomper la nappe, vider la nappe albienne, mais on peut utiliser les techniques et puis quand on crée un microclimat, donc on aura besoin on va créer donc de l'humidité, etc. Donc on va consommer. Bon, c'est tout. Au lieu de et puis il y a cette ressource. Et puis elle rappelle que les hydrocarbures, l'or. Elle rappelle que l'or, souvent l'armée, il y a des gens avec de l'or, ouais. machin électrique, groupe électro. Avec des appareils, ouais, pour. Ils exploitent l'or. Donc l'or doit être à ciel ouvert pratiquement. Mais il paraît qu'on exploite cet or, mais la quantité d'or qui a fait la Banque centrale, elle est de, mettons, 300 tonnes, 300 tonnes. Elle est 300 tonnes depuis toujours. Et on dit qu'on exploite. Mais où est l'or qu'on exploite? Donc en tout cas, votre message, c'est qu'il est temps de sortir des hydrocarbures et il faut développer dans 3 autre ans, chose. Il ne faudrait plus D'accord. Les hydrocarbures servent uniquement pour la consommation locale, nationale. D'accord. On ne pourra plus exporter de toute façon. On pourra plus. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir consacré cette heure. Et puis, merci d'avoir témoigné pour nous. Et puis, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine. Voilà.